Il y a des choses qui paraissent inventées, jusqu'à ce que le destin décide qu'il est temps de prouver qu'elles sont bien réelles. Tu connais ce genre de scène qu'on voit dans un film qui nous touche, mais qu'on rejette aussitôt en se disant « Ah, ça c'est du scénario bon marché, ça n'arrive jamais dans la vraie vie !» Eh bien, moi aussi je le croyais. Jusqu'au jour où j'ai vu de mes propres yeux un millionnaire arrêter la voiture la plus chère de la ville à cause d'une femme invisible, de celle que tout le monde fait exprès de ne pas voir. Et ce qu'il a vu dans ses bras, eh bien, il n'y avait plus de Ferrari, plus de statue, plus de garde du corps assez fort pour l'empêcher de réagir. Mais avant de te dire ce qu'elle tenait dans ses bras, tu dois comprendre qui il était et qui elle était. Et si tu es de ceux qui aiment une bonne histoire, laisse ton like et abonne-toi. Sinon, tu vas rater le reste de ce récit qui semble faux, mais qui est vrai, un de ceux qui font mal et qui transforment. Il s'appelait Enrique Duarte, 48 ans, propriétaire d'un réseau de cliniques privées réparties dans 4 États, propriétaire aussi d'un sang-froid calculé que le marché appelait vision stratégique. Mais que moi, avec mon flair de vieux briscard, j'ai toujours appelé une âme glacée. Enrique avait grandi dans la pauvreté, avait vu sa mère mourir dans la file d'attente d'un hôpital public alors qu'il était encore enfant, et il s'était juré 2 choses, qu'il ne dépendrait plus jamais de personne et que pour lui, être pauvre, c'était synonyme d'échec. Il était devenu entrepreneur, multimillionnaire, mais aussi un homme qui ne regardait jamais sur les côtés. Il piétinait ceux qui demandaient de l'aide et disait que la charité est la béquille des ratés. Elle, personne ne connaissait son nom. Elle vivait depuis des mois sur un trottoir près de la place C, dormait recroquevillée dans un camp en carton, les cheveux ébouriffés couvrant son visage et une couverture trouée enroulée autour de son corps. Certains disaient qu'elle était droguée, d'autres qu'elle s'était échappée d'un hôpital psychiatrique, et la plupart ne disaient rien. Ils détournaient simplement le regard. Elle était ce genre de personne que la ville apprend à ignorer, invisible, méprisée. Mais ce jour-là, cette femme invisible allait crier sans ouvrir sa bouche. Ironiquement, celui qui entendit fut l'homme au cœur le plus sourd que le destin ait pu choisir. Henrik était en route pour une réunion, quand le trafic s'arrêta soudain. Il commença à klaxonner, à insulter derrière sa vitre fermée. C'est alors qu'il la vit, juste au coin du trottoir, cette mendiante. Un groupe de jeunes riait, se moquait, donnait des coups de pied dans les canettes autour d'elle. Et elle, immobile, comme si elle n'était même pas là. Mais elle tremblait, pas de peur, de froid. Enrique allait continuer. Sa main revenait déjà sur le volant lorsqu'un des jeunes donna un coup de pied dans sa couverture. À ce moment-là, quelque chose tomba de ses bras, quelque chose de petit qui bougea. Et Enrique se figea. Il ouvrit la portière de la voiture, chose qu'il ne faisait jamais, et il se mit à marcher lentement comme dans un rêve. Là, au milieu du carton sale, il y avait un bébé. Oui, un bébé, un nouveau-né, nu, tremblant, les yeux fermés et le visage sale de larmes sèches. Et elle reprit simplement le bébé dans ses bras et regarda Enrique comme quelqu'un qui ne demande pas de l'aide, mais qui s'est déjà résigné. Fut alors que pour la première fois depuis des années, Enrique sentit son cœur battre de travers. Et ça, mon ami, ce n'était qu'un début. Il y a des silences, et puis il y a ce silence qui hurle. Et c'est ce silence-là qui s'est emparé de l'avenue quand le bébé est apparu. Henrik resta figé, la bouche ouverte, comme si son braison tentait de digérer ce que ses yeux refusaient d'accepter. Cette femme, sale, ignorée, méprisée par la ville, tenait un bébé dans ses bras. Un nouveau-né. Le genre de scène qui explose à la une d'un journal de sensation, une mendiante avec un bébé en pleine rue. Mais personne là-bas n'a sorti son téléphone, personne n'a appelé la police, personne n'a couru. Tu sais pourquoi ? Parce qu'au fond, personne ne savait quoi faire. Et Enrique, encore moins. « C'est le tien ?» demanda-t-il avec une voix rauque d'incrédulité. Elle ne répondit pas. Elle couvrit simplement le bébé avec le reste de sa couverture trouée. Comme on protège un diamant enveloppé dans un chiffon. Sa main tremblait, mais pas seulement du froid. C'était de la faim, la peur, l'épuisement, tout ensemble, et encore plus. Enrique avala sa salive. Il jeta un regard au jeune, qui encore la ricanant battement, et cria d'une voix sèche. « Dis-je, c'est d'ici !»
Les garçons fuirent comme des cafards en une savate vol. Et puis, le silence revint. Mais cette fois, c'était un autre, plus lourd. Enrique ne savait pas s'il devait regarder elle, le bébé ou le sol. Il savait juste quelque chose dans lui que venait d'exploser, comme si la glace qu'il avait cultivée depuis des années venait de se fendre d'un coup. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-il, avec un ton peu ne reconnaissait même pas. Elle leva finalement les yeux. Et tu sais, c'était pas de langueur, ni une supplication, juste de la lassitude. Un regard qui disait « de l'aide ?» Maintenant, pourquoi faire ? Et elle parla. La première chose qu'elle dit, « On m'en a proposé de l'aide, docteur, mais ça venait toujours avec des conditions. Voler, vendre, me taire ou disparaître. » Enrique reçut ce coup, son main en plein cœur. « Je ne suis pas comme eux. » Elle les a échappés un petit rire triste. « Tous les hommes ensuite disparaissent. » À ce moment-là, le bébé pleura un pleur faible, presque un miaulement, de faim. Enrique fait un pas pour s'approcher, mais elle recula, protectrice. « Ne t'approche pas, il a encore le droit de croire en quelqu'un. » Ça n'était trop. Enrique sentit ses yeux brûler. C'était comme si ce bébé lui parlait d'un endroit qu'il avait enterré depuis longtemps. Son enfance, sa mère dans la file d'attente d'un hôpital public, alors qu'il était encore enfant, et tout ce qu'il avait juré d'oublier. « Comment il s'appelle ?» demanda-t-il à voix basse. « Samuel. » Le nom déchira, l'air comme un éclair. Enrique perdit ses couleurs. Samuel, c'était le nom de son frère, mort alors qu'il avait 7 ans. Mort de pneumonie, parce qu'il n'avait pas l'argent pour l'antibiotique. Et à cet instant, le millionnaire le plus froid de la ville ne serait plus s'il était encore debout sur le trottoir ou s'il s'était effondré dans un cauchemar du passé. Mais voici le détail. Ce qui arriva ensuite fut encore plus étrange. La femme tendit son bras et lui tendit le bébé. « Prends-le, porte-le un peu. Peut-être qu'il entendra ton cœur. » Enrique hésita, mais il le prit. Et quand il serra ce bébé fragile, minuscule, rempli de vie et d'abandon, c'était comme s'il serait l'enfant qu'il n'avait jamais revu. Et alors, mon ami, Enrique se mit à pleurer. Dans la rue, en pleine avenue, un bébé dans les bras, le roi de la cruauté était redevenu humain. Mais le destin n'en avait pas fini, loin de là. Parce que ce qu'il allait découvrir cette même nuit à propos de cette femme allait ébranler tout ce qu'il croyait savoir sur le bien, le mal et sur la vie elle-même. Il y a des choses qu'on enterre en croisant les avoir oubliées. Mais le cœur, ce filou, a sa propre mémoire. Et quand il décide de creuser, il creuse profond. Enrique est retourné à la voiture avec le bébé dans les bras. La femme l'a suivi, un peu hésitante, comme quelqu'un qui ne fait pas confiance, mais qui n'a pas d'autre choix. Le chauffeur a ouvert de grands yeux, a ouvert la portière arrière, mais Enrique n'a rien dit. Il est simplement monté et a fait un geste de la main. Conduit. C'était la première fois depuis des années qu'il laissait un inconnu entrer dans sa voiture, et pas n'importe laquelle. Même ses propres neveux n'avaient jamais touché à sa Ferrari. Mais là, il n'y avait plus de règles, plus de protocole. « Où allons-nous » demanda-t-elle d'une voix basse, presque éteinte. Enrique répondit sans la regarder. « À l'hôpital. »« Ce n'est pas nécessaire, il a juste faim, je peux m'en occuper. » Enrique se tourna vers elle irrité. « T'en occuper, femme ? Le bébé a la peau violacée de fois. Toi, tu as de la fièvre, et cette couverture sent la moisissure. » Elle haussa les épaules sur la défensive. « Mieux vaut la moisissure que la lâcheté. » Enrique ferma les yeux. Il respira profondément et resta silencieux. La voiture fendait les rues comme un fantôme. Personne ne parlait. Juste le bruit doux du bébé qui geignait sur ses genoux. En arrivant à l'hôpital privé, un de ceux dont Enrique était lui-même propriétaire, les infirmiers arrivèrent rapidement. Quand ils virent la femme, ils froncèrent déjà le nez. Mais un seul regard de lui et l'équipe devint professionnelle comme à Hollywood. Bébé en incubateur, examen rapide, évaluation d'urgence. Enrique resta à la porte de l'unité de soins intensifs, néonatale, debout,
les bras croisés mais le cœur en miettes. Elle, assise à la réception, un verre d'eau dans la main tremblante. Ce fut alors qu'il demanda « Comment tu t'appelles » Elle le regarda longtemps, sans se presser. « On m'a appelé de toutes les façons, clocharde, folle, sans abri, mais le nom que ma mère m'a donné, avant de mourir, c'était Lilia. » Enrique pâlit. Le verre tomba de ses mains. Livia. Il répétait ce nom comme quelqu'un qui voit un fantôme dans le miroir. La Livia qu'il avait connue à l'adolescence, la fille de la rue d'à côté, celle qui avait disparu soudainement sans laisser trace, celle qu'il aimait. Oui, cette femme, c'était la même. Mais le temps s'était chargé de punir, d'effacer les traits, de salir le souvenir. Mais le regard était le même. « Livia, de Saint-Joachim » demanda-t-il, d'une voix faible. Elle ouvrit de grands yeux, la tension devint un couteau dans l'air. « Comment tu sais ça » Enrique fit un pas en avant. « C'est moi, Enrique, le fils de Donna Elsa, la boulangère. » Le monde s'arrêta. Livia féleva lentement, les jambes tremblantes, le souffle court. « Enrique, celui qui... » Elle ne termina pas la phrase. Sa bouche tremblait. Enrique avala sa salive. « Qu'est-ce qui t'est arrivé » Livia baissa les yeux et dit, la voix brisée, « Il m'est arrivé ce qu'il arrive toujours à celles qui naissent femmes et pauvres dans un quartier oublié. » Enrique ne répondit pas, parce qu'il savait. Il savait que derrière ce silence, il y avait un enfer entier prêt à être raconté. Et cet enfer allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur elle, sur lui, et même sur le bébé. Ce que l'on appelle le passé n'est pas toujours un souvenir. Parfois, c'est une blessure. Et une blessure mal refermée a une voix. Elle crie, même si personne ne l'écoute. Enrique et Livia étaient face à face, là, dans la salle blanche de l'hôpital, rien que deux. Pas d'infirmier, pas de protocole, pas de maquillage. L'un regardait l'autre comme si le temps avait été écrasé entre eux. « Je croyais que tu étais morte, Livia, » murmura Enrique, avec les yeux remplis de larmes. Elle lâcha un rire sec, mais c'était le genre de rire qui brûle, qui fait mal à l'intérieur. « Je suis morte, oui, sauf qu'on a oublié de m'enterrer. » Enrique s'approcha un peu. Il voulait parler, mais ne savait pas quoi dire. Il voulait écouter, mais doutait d'en avoir la force. Livia inspira profondément, comme quelqu'un qui choisit de se déchirer l'âme plutôt que de continuer à avaler dans le silence. « Tu veux savoir ce qui m'est arrivé, Enrique ? Je suis tombée enceinte à 15 ans. D'un homme plus âgé, un salaud qui m'a promis le ciel et m'a laissé avec l'enfer dans le ventre. » Enrique serra les poings. Il sentit des souvenirs lui percer la mémoire. « J'ai essayé de le dire à ma mère. Elle m'a mise à la porte. Elle a dit que j'étais une honte pour la famille, que j'étais pareil à ma tante, la celle qu'il disait de la vie. Et toi ? J'ai dormi 2 jours sur un banc de la gare routière. Ensuite, on m'a envoyé dans un foyer religieux. On m'a donné à manger, oui, mais aussi on m'a donné le silence. Et mon enfant, ils me l'ont pris. » Enrique sentit sa respiration vaciller. « Ils te l'ont pris ? Ils ont dit que c'était mieux, qu'une femme comme moi n'élèverait jamais bien un enfant, qu'il allait être adopté. Mais je n'ai jamais signé quoi que ce soit. Ils m'ont juste drogué. » Elle se mordit les lèvres, les yeux pleins de larmes. « Quand je me suis réveillé, mon bébé avait disparu. Et avec lui s'était envolée ma volonté de vivre. » Enrique s'effondra dans une chaise, la main sur le visage, la poitrine lourde comme du plomb. Après ça, je suis devenu un numéro. Numéro à l'hôpital, numéro au foyer, numéro dans les centres psychiatriques. Ils m'ont interné 3 fois. Ils disaient que j'étais instable, que j'inventais des choses. Mais ce n'était pas de la folie, Enrique. C'était le manque d'un enfant que je n'ai même pas connu.
Le silence tomba comme du plomb. Enrique était détruit à l'intérieur. Mais ce qu'il allait dire était encore pire. Livia, le bébé, Samuel, elle regarda, pleine de crainte de ce qu'elle allait entendre. Enrique respira profondément et lâcha. Ce nom n'est pas une coïncidence. Et ce bébé, ce n'est pas n'importe quel bébé. Elle resta immobile, comme si le temps avait figé son corps. Seuls ses yeux mougeaient. « De quoi tu me parles, Enrique ?» Enrique la fixa avec les yeux rougis. « Samuel est mon grand-fils. » Sa bouche ouvrait lentement. « Comment ça ? Mon fils est mort dans un accident il y a 1 an. Sa femme était enceinte, sa famille ne m'a jamais supporté et s'est enfuie avec l'enfant. Ils ont disparu. J'ai essayé de le retrouver. J'ai tout utilisé. Détective, police, presse, rien. Et tu crois que ce bébé est... Je ne le crois pas. J'en suis sûr. » Le monde tourna. Livia se leva lentement. Les jambes tremblantes, le souffle court. « Tu es en train de me dire que l'enfant qu'on m'a volé s'est envolé et que maintenant l'enfant de ton fils est tombé dans mes bras. » Enrique ne répondit pas. Elle pleura, en silence. L'âme en embout. La vie est une mauvaise blague, Enrique. Mais cette fois, c'est moi qui vais rire. Enrique s'approcha. Il posa la main sur son épaule. Non. Cette fois, on rira ensemble ou on pleurera ensemble. Mais seul, plus jamais. Mais ils ne savaient pas que ce qui les unissait était bien plus grand que ce qu'ils imaginaient. Et que ce bébé gardait encore un autre secret. Un secret capable d'épouverser tout ce qu'ils pensaient savoir sur la vie. On dit que celui qui cherche, trouve. Mais personne ne prévient que ce que l'on trouve peut être pire que ce qu'on avait perdu. Enrique ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans un coin de l'unité de soins intensifs néonataux, observant l'incubateur où le petit Samuel respirait avec difficulté. Son petit corps encore fragile, mais vivant, têtu, comme s'il était venu au monde avec la décision de survivre, même sans avoir rien demandé. Livia était là aussi, assise, en silence. Mais ce n'était plus le silence d'avant. C'en était un autre. Un silence rempli de questions, de souvenirs qu'elle aurait préféré ne pas réveiller, mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. Enrique fit faire un test ADN en urgence. Il avait des contacts, de l'influence, de l'argent, et une urgence intérieure qu'il ne savait pas expliquer. Ce n'était pas de la curiosité, c'était du désespoir. 2 jours plus tard, le résultat arriva. L'enveloppe fut remise entre ses mains. Les lettres tremblaient lorsqu'il lut. Compatibilité génétique confirmée, 99,9% de probabilité de lien biologique avec le défunt Enrique Duarte Filho. Samuel était bien son petit-fils. Enrique s'exondra sur la chaise. Il pleura. Mais c'était un autre type de pleurs. Le pleur de quelqu'un qui a retrouvé quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Mais le monde, mon ami, ne donne jamais une joie pure. Car pendant qu'il célébrait, la porte s'ouvrit. Livia entra doucement. « On m'a donné ça de la part d'une assistante sociale, dit-elle, tendant un dossier. Enrique le prit. En l'intérieur, des documents, des photos, un rapport. Et il y était écrit en lettres froides « Enregistrement de remise volontaire de mineurs, Samuel Oliveira, fils de Lucia Ramos. » Enrique resta figé sur la chaise. « Lucia ?» Livia le fixa. « La mère qui aurait soi-disant abandonné le bébé ? L'épouse de ton fils, Enrique. »
Il sentit le sol se dérouber sous ses pieds. Son visage pâlit. « Mais comment est-ce possible ?» Livia le fixa. « Tu sais ce que dit ce dossier ? Que ce n'est pas elle qui a fui, qu'elle a tenté de faire adopter l'enfant légalement, mais que lui on en a empêché, et ensuite elle a disparu. Disparu jusqu'à aujourd'hui. Et tu sais qui a enregistré cette demande ?» Enrique ouvrit grand les yeux. « Qui ? Sa mère ? Ton ex-belle-mère ? Celle-là même dont tu disais toujours qu'elle devait rester loin. » Enrique sentit la mémoire lui faire mal. Ça n'a aucun sens. Bien sûr que si. Ils t'ont caché la grossesse, et quand leur fille a voulu faire les choses bien, sa mère l'en a empêché. Et aujourd'hui, personne ne sait où est Lucia. Enrique secoua la tête comme quelqu'un qui essaie de reconstituer un puzzle auquel il manque des pièces. Alors, ce bébé a été abandonné par vengeance ? Ou il a été sauvé ? Qui sait ? Ils se regardèrent. L'ADN avait confirmé un lien de sang. Mais le cœur disait que le lien le plus fort ici était un autre. « Enrique, et si ce Debbie n'était pas seulement ton petit-fils ? » ?»« Comment ça ?» Elle baissa les yeux, avala difficilement sa salive. « Et s'il était aussi mon petit-fils ?» Enrique ne travait plus rien. « Quoi ? La femme qui a disparu, Lucia, est née dans le même hôpital où on m'a arraché mon fils. À la même date, à la même heure. Et devine, le nom qui figure dans son registre est celui de l'infirmière qui m'a drogué cette nuit-là. » Le silence devint un couteau dans la poitrine. Enrique n'arrivait plus à respirer. « Tu es en train de dire que, Enrique, et si Lucia était ma femme volée ?» La salle devint muette. Seul le bip du moniteur cardiaque remplissait l'air. Et à ce moment-là, deux étrangers, unis par l'abandon, découvrirent qu'ils pouvaient être liés depuis toujours, sans le savoir. Mais pour en avoir la certitude, il fallait ouvrir la tombe la plus profonde de toutes, celle du système qui a éteint des vies entières, en silence. Il y a des gens qui croient qu'un orphelinat est un lieu d'accueil. Mais ceux qui y ont vécu savent que parfois accueil n'est qu'un nom joli pour abandon. Enrique et Livia étaient assis en face d'une assistante sociale. L'hôpital l'avait recommandée. On disait qu'elle était fiable, ancienne, qu'elle savait tout. C'était une dame mince, aux cheveux glands noués en chignon serré, et qui tenait entre ses mains un vieux dossier jauni par le temps. « Vous voulez savoir à propos de Lucia Ramos et d'un possible échange de bébés dans les années 90 ?» Enrique hocha la tête. Livia tremblait. « Je ne suis pas autorisé à parler de tous les cas, mais il y a des choses que je n'ai jamais oubliées. » Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur des fiches, des registres, des annotations manuscrites. À cette époque, beaucoup de bébés nés de mères pauvres étaient enregistrés comme sans lien familial, surtout lorsque les mères arrivaient inconscientes ou droguées. Mais elles ne l'étaient pas toutes. Certaines en étaient droguées. Enrique fronça les sourcils. « Comment ça ?» C'était un réseau, des cliniques clandestines, des mères jeunes, vulnérables. Et quand le bébé naissait, s'il était en santé, il disparaissait. Il était enregistré sous un autre nom, remis pour une adoption spéciale. Livia ne put retenir ses larmes. Et que devenaient les mères ? On les internait, on invoquait une instabilité émotionnelle. Souvent, on inventait des troubles psychotiques, des signatures falsifiées, des rapports médicaux truqués. Enrique était abasourdi. C'est un crime. Oui, mais à l'époque, c'était la routine. Et presque personne ne voulut se voir. Après tout, c'étaient des filles pauvres. Qui allait les écouter ? Elle ferma le dossier, les regarda tous les deux. La petite fille nommée Lucia Amos a été enregistrée par une certaine Celia Ramos, infirmière. Aucun père déclaré. Des données inconfuses. Aucune adoption n'a jamais été officialisée, mais elle est apparue des années plus tard dans un foyer, à 8 ans, sans mémoire de ses premières années de vie. Enrique sentit l'estomac se tourner. Et cette Celia, elle a disparu du système en 2002, et elle est déclarée comme disparue. Mais il y a des indices montrant qu'elle était une des organisatrices de ces adoptions informelles. Livia s'agrippa aux chaises pour ne pas tomber,
Alors, c'est possible. L'assistante hoche à la tête. C'est plus que possible. C'est probable. Mais pour le confirmer, il faudra un autre test. Comparer l'ADN de Livia à celui de Lucia. Indriquet sentit son cœur s'emballer. Mais personne ne sait où est Lucia. Silence. Et c'est alors que l'assistante lâcha une phrase qui tomba comme une pierre. « Moi, je sais. » Les deux ouvrirent grand les yeux. « Comment ?»« Elle est admise à un hôpital public il y a 3 semaines. Hémorragie grave. Elle était sous une fausse identité, mais j'ai reconnu son visage. Elle est toujours en coma. Nom enregistré, Maria do Socorro. » Livia se ponta d'un nom. « Je veux savoir. » L'assistante acquiesça. « Allons-y maintenant. » Et c'est ainsi, mon ami, que le destin commença à recoudre les morceaux de 2 histoires brisées. Une femme méprisée, un millionnaire repenti, et un bébé qui était peut-être le chaînon manquant entre 3 générations séparées par un système cruel. Mais ce que Livia allait voir en cet hôpital n'était pas à ce qu'elle s'attendait, car en arrivant devant le lit, la femme intubée n'était pas une inconnue. C'était quelqu'un qu'elle avait déjà vu. Le couloir de l'hôpital public avait cette odeur âcre de désinfectant périmé et de temps accumulé. La lumière fluorescente clignotait, des voix résonnaient au loin, des gens attendaient un miracle assis sur des chaises en plastique. Livia marchait en tête. Les gens tremblaient, mais elle ne s'arrêtait pas. Henrique venait derrière, avec un silence si lourd qu'on aurait dit un cercueil flottant dans l'air. Ils arrivèrent à la zone rouge. Urgence. L'assistante sociale désigna « lit 18, là-bas ». Livia inspira profondément et entra. Ce qu'elle vit là fit tourner le monde. Un corps maigre, un visage meurtri, le front bandé, une coupure sur le sourcil, des bras fins, des doigts jaunis, et les cheveux... On pouvait encore distinguer un brun foncé malgré les nœuds. La femme incubée était immobile, mais vivante. Et Livia se figea. « Mon Dieu !» Henrique s'approcha. « Tu la connais ?» Livia ne répondit pas tout de suite. Elle fixait ce visage comme si elle essayait de faire remonter à la surface quelque chose qui avait toujours été là. Puis elle murmura « C'est elle !»« Elle qui ?»« L'infirmière, Célia. » Henrique resta immobile. « Tu es sûr ?» Livia acquiesça. « J'avais 16 ans. J'étais drogué, mais ce visage, cette mâchoire, ces yeux durs, c'est elle qui m'a drogué. C'est elle qui a pris mon bébé. » Henrique fit un pas en arrière. « Mais ils ont dit que Célia avait disparu en 2002. » L'assistante sociale s'approcha avec le dossier en main. Le nom enregistré est faux, mais le visage correspond, et plus encore. Un ancien employé d'une clinique que nous avons enquêté a confirmé que Célia utilisait une fausse identité ces dernières années. Livia regarda la femme intubée. « Cela veut dire que c'est elle la clé de tout ? Elle sait où ils ont emmené ma fille ?» ?»« Plus que ça, » dit l'assistante. « Peut-être qu'elle a élevé l'enfant à sa manière, cachée du monde, comme une fille illégale. » Henrique s'assit. Il avait l'impression que le monde tournait. « Cela veut dire que la femme que mon fils a aimée, la mère de mon petit-fils, a peut-être été élevée par la même femme qui a détruit la vie de Livia. » Le nœud dans la poitrine devint concret. « Et que, sans le savoir, mon fils a pu tomber amoureux de la fille d'un crime ?» Livia s'approcha du lit. Elle prit la main de la femme inconsciente. « Regarde-moi bien, Célia. Tu m'as volé ma vie, mais Dieu a trouvé un moyen de tout recoudre. » Une larme coula sur le visage de Livia. Mais ce que personne ne s'attendait à voir, c'est ce qui se passa ensuite. Car à cet instant, la femme intubée bougea les doigts. Henrique ouvrit de grands yeux. Elle se réveille. Le moniteur se mit à biper.
Le rythme cardiaque s'accéléra, la respiration aussi. « Infirmière !» cria l'assistante. « Les 18, réagis neurologiquement !» Et au milieu du tumulte, de gens qui couraient, de tuyaux qu'on ajustait et des médecins qui apparaissaient de partout, Livia murmura une seule question à l'oreille de la femme inconsciente. « Où est ma fille ?» La réponse allait venir avec le prochain battement. Mais ce que Livia et Jean-Ric allaient découvrir ne concernait pas seulement une fille perdue, cela touchait une vérité enterrée au cœur même de la famille. On dit que quand une âme se réveille d'un long silence, elle ne parle pas, elle saigne. Et c'est ainsi qu'en revint-elle, la femme de Lit 18. Célia ouvrit les yeux, lentement, comme quelqu'un qui ne reconnaît pas son propre corps. La lumière du plafond clignotait. La perfusion goûtait en silence. Et là, à côté, la main dans sa sienne, se trouvait Livia, la femme qu'elle pensait ne jamais revoir. Le regard de Célia met du temps à s'ajuster, mais quand il se fixa, il se glaça. Elle tentait de retirer sa main, mais son corps faible ne répondit plus. Livia maintint le contact. « Je sais qui tu es, Célia. » La bouche de la femme tremblait, ses yeux étaient écarquillés. Henrique s'approcha, mais c'est Livia qui parlait. Et elle parlait comme quelqu'un qui traverse une désert avec une soif de justice. « Tu m'as pris mon fils, tu as menti, tu m'as drogué, tu m'as interné, tu m'as effacé. Et ensuite, tu as élevé ma fille, comme si elle était tienne. » Célia tentait de parler, mais elle ne pouvait pas. Un tube l'empêchait de prononcer un mot, mais ses cieux hurlaient. Henrique lui tendit une tablette, une feuille et un pilot. « Écris. La vérité. Toute la vérité. » Célia saisit le stylo avec difficulté, ses mains tremblaient. Elle commença à écrire, lettre après lettre, comme si chaque mot faisait plus mal que le précédent. Elle est née le 12. C'était la tienne. Elle était parfaite. Elle n'avait personne. J'étais seul. Je l'ai prise. Je l'ai enregistrée comme la mienne. Livia lut ça, l'âme tranchée. « Alors, c'est vrai ?» Célia ferma les yeux. Une larme coula. Henrique demanda « Lucia est la Félie de Livia ?» Célia écrivit « Oui. » Livia chanconna. Elle dut s'asseoir, tout son corps tremblait. Mais ce n'était pas de la rage, c'était du soulagement. Ce genre de vérité qui fait mal, mais qui libère. « Et qu'as-tu fait d'elle après qu'elle grandit ?» Nouvelle réponse. « Je l'ai élevée, seule. Mais j'ai tout caché. Elle n'a jamais su. Quand elle a découvert qu'elle était adoptée, elle s'est enfuie. Elle était enceinte. Elle a dit qu'elle voulait retrouver sa vraie mère. » Livia pleurait en silence. Elle a essayé de me retrouver. Henrique pleurait aussi. Mais sa douleur, à lui, c'était de la culpabilité. Et moi, je pensais qu'elle était juste rebelle. Je n'ai jamais compris. L'assistante sociale vante avec la formation. Confirmé, l'identité de Maria de Socorro est fausse. Les empreintes correspondent au dossier de l'ancienne Célia Ramos. Nous avons déjà transmis le signalement au ministère public. Henrique la regarda. Et Lucia ? Elle est toujours dans le coma, mais stable. Si les examens confirment l'ADN avec Livia, elle sera officiellement reconnue comme sa fille légale. Livia regarda Célia. « Tu m'as volé une vie. Mais maintenant, je te rends la vérité. Et ça fera plus mal que n'importe quelle peine. » Elle lâcha la main de la femme, se leva et y alla directement à l'unité néonatale. Là, le petit Samuel dormait dans un berceau transparent, plein de câbles et d'espérance. Henrique la suivit. Ils restèrent tous les deux là, côte à côte. « Il a ton regard et le cœur de mon fils, » dit Henrique. Livia sourit, fatiguée, mais vivante. Et maintenant, il a une grand-mère et un grand-père qui ne laisseront plus jamais personne le faire disparaître. Mais le destin avait encore un dernier atout dans sa manche, car cette même nuit, le cœur de Lucia décidait de battre plus fort, et ses yeux commencèrent à ouvrir. C'était la nuit.
L'hôpital dormait dans un silence seulement interrompu par les bips des machines et le son lointain d'une ambulance arrivant. Livia était assise à côté de l'incubateur, les yeux fixés sur Samuel. Le bébé dormait profondément, comme s'il ne savait rien du tourbillon qui l'avait amené au monde. Comme s'il attendait que quelqu'un se réveille, pour que l'histoire puisse enfin se compléter. Enrique apparut avec 2 cafés en main. Il s'assit à ses côtés. « Bonne nouvelle » dit-il. « L'Ossia commence à montrer des signes de conscience. » Livia avala difficilement sa salive. « J'ai peur. »« Peur de quoi ?»« De la regarder et qu'elle ne me reconnaisse pas. De lui dire « je suis ta mère » et qu'elle me tourne le dos, ou pire, qu'elle me déteste. » Enrique inspira profondément. « Te détester? Non. Au pire, elle te demandera pourquoi tu as mis si longtemps. » Livia sourit tristement, mais c'était une douleur douce amère. « Et qu'est-ce que je vais lui répondre? Que j'ai été droguée? Qu'on m'a traité de folle? Qu'on m'a volé ma maternité comme on vole un colis postal ?» Enrique lui prit la main. « Tu lui diras que, malgré tout, tu ne l'as jamais arrêté de la chercher, même si c'était à l'intérieur de toi-même. » Elle acquiesça, elle se leva, et elle y alla. La salle de réveil était froide, les lumières tamissaient. Lucia était là, encore intubée, mais les yeux entr'ouverts, clignant, comme quelqu'un qui essaie de comprendre s'il rêve ou s'il est en vie. Livia entra doucement, le bruit de ses pas semblait frapper le sol. Elle s'approcha, elle sentit son cœur battre fort. Elle s'agenouilla à côté du lit. Elle prit la main de sa fille. « Lucia. » La jeune femme tourna légèrement la tête. Ses yeux bougèrent. Lentement, ils se fixèrent sur Livia. Alors, elle sortit de sa poche une petite chaîne ancienne, un bijou en métal bon marché, un pendentif en forme de cœur avec la lettre L. « On t'a donné ça à ta naissance. Je n'ai jamais su ce qu'ils avaient fait de toi, mais je l'ai gardé. Et maintenant, je sais que il t'a toujours appartenu. » Les yeux de Lucia se remplirent de larmes. Elle ne pouvait pas parler, mais les larmes disaient tout. Livia se pencha. « C'est moi, ma fille. Je suis la femme qui t'a aimé, même sans connaître ton nom. Je suis la mère que tu cherchais. » Lucia cligna des yeux. 2 fois. Une larme coula sur sa joue. Enrique apparut à la porte. Il vit la scène, en silence. Et ce fut à ce moment-là que Lucia leva un peu la main. Faible, mais déterminée. Elle désigna son ventre. « Elle veut savoir pour le bébé, » dit Enrique. Livia sourit, la voix brisée. « Il va bien, fort, solide, tout comme toi. » Enrique s'approcha. « Il s'appelle Samuel. Tu te souviens que tu disais que si c'était un garçon, tu voulais un prénom de prophète ?» Lucia ferma les yeux. Mais un sourire se dessina sur son visage. Et là, pour la première fois, 3 générations se retrouvèrent. Une mère qui a retrouvé sa fille, une fille qui a découvert la vérité, et un bébé qui, sans le savoir, a rassemblé ce que le monde avait séparé. Mais il restait encore plus, bien plus. Car dans les profondeurs de cet hôpital, quelqu'un du passé se réveillait aussi. Et ce n'était pas Célia. L'hôpital semblait respirer plus calmement ce matin-là. Lucia était toujours en convalescence, Samuel prenait du poids, et Enrique, pour la première fois depuis de nombreuses années, se réveilla sans regarder son téléphone. Il se réveilla pendant la gardant par la fenêtre, pensif, pensant que peut-être la vraie richesse était autre chose. Peut-être était-ce justement cela qu'il commençait enfin à toucher, même avec les doigts durcis par l'ambition. Livia était dans la cafétéria, café au lait clair, pain à la margarine, mais avec un goût différent, le goût de celle qui est vivante, entière, même après avoir été brisée pendant des années.
Mais ce fut à ce moment-là que le vent se calma, que tout semblait enfin se remettre en place, que son nom réapparut. Enrique sortait du service de néonatologie quand un agent de sécurité l'aborda. « Docteur Enrique, un homme demande à voir Madame Livia. »« Qui ?» ?»« Il dit s'appeler Reginaldo. » Enrique pâlit. Ce nom était une cicatrice dans sa mémoire. Reginaldo, le père biologique du bébé qu'on avait enlevé à Livia à 16 ans, le même qui avait disparu, le même qui, selon certaines rumeurs, avait des liens avec des cliniques clandestines. Enrique inspira profondément. « Où est-il » ? Il dit qu'il veut voir Madame Livia et qu'il veut voir son Reginaldo descend du service de néonatologie. Enrique s'approcha du même. Et là, il était. Reginaldo. Un visage vieilli, une barbe irrégulière, un t-shirt délavé. Mais le regard, ce regard cynique de celui qui a toujours cru que le monde était un jeu dont il sortait toujours gagnant. « Tiens donc, le magnet des hôpitaux, dit-il avec un sourire tordu. Qu'est-ce que tu veux ? Enrique alla droit au but. J'ai appris que Livia était vivante et que ce bébé, eh bien, il pourrait être mon petit grand-fils aussi. Enrique croisa les bras. Tu réapparais après plus de 20 ans. Reginaldo haussa les épaules. Il n'est jamais trop tard pour la famille, non ? Tu vas me dire que maintenant, on fonde le club de la morale ? Enrique ne cilia pas. Tu veux de l'argent ? Je sais ce qui est à moi, et j'irai jusqu'au bout, même devant la justice. Enrique esquissa un sourire en coin. Tu veux vraiment ouvrir cette boîte-là ? Reginaldo le regarda. Il se tut un instant. Alors Enrique s'approcha, se voix beussa d'un ton. « Je sais ce que tu as fait. Je sais pour la clinique. Je sais pour l'argent sale. Je sais pour chaque bébé qui a disparu avec ton nom dans les dossiers. Et mieux encore, je sais un mandat d'arrêt-toi un mandat t'attend depuis 2004. » Le sourire de Reginaldo s'effaça. « C'est une menace ? » ?»« Non, c'est une promesse. Pars maintenant ou tu pars menotter. » Reginaldo hésita. Il cracha par terre et tourna les talons. Mais avant de partir, il lança une phrase par-dessous l'épaule. « Ce Maud, il va grandir et il voudra savoir qui est son vrai grand-père. » Enrique resta immobile, les poings serrés. Ce n'était pas de la peur, c'était de la rage. C'était le passé qui essayait de kidnapper à nouveau l'avenir. Des heures plus tard, il raconta tout à Livia. Elle y écouta en silence, mais à la fin, elle dit « Ce n'est qu'une ombre, Enrique, et une ombre n'a pas de racines. » Mais aucun des deux ne savait que Reginaldo avait déjà causé des dégâts avant de partir, car cet après-midi même, une assistante de l'hôpital remit une enveloppe à Livia, dans lequel un acte de naissance falsifié, disant qu'il était le père légitime de Samuel, signé, enregistré et daté d'avant l'entrée du bébé en néonatologie. Et cela signifiait qu'ils pouvaient demander la garde et que leur temps était compté. Henrique tenait l'acte de naissance falsifié, comme s'il était en feu. Le papier tremblait entre ses doigts, mais ce qui brûlait vraiment, c'était à l'intérieur. « C'est impossible, » dit-il, la voix brisée par la colère. Livia, à ses côtés, semblait pétrifiée. « Il a signé comme père avant même que le bébé soit admis à l'hôpital ?» L'assistante sociale confirma d'un signe de tête, triste. « Document ancien, daté de 2 semaines avant qu'on ne trouve le bébé dans la rue, mais enregistré seulement maintenant au bureau d'état civil. Et malheureusement, il est valide, tant qu'il n'est pas officiellement annulé. » Henrique passa la main sur son visage. Un geste de fatigue ou de désespoir. Mais comment ce papier est-il arrivé dans le système ? Reginaldo a probablement soudoyé quelqu'un, ou il avait déjà tout préparé depuis des années. Peut-être qu'il attendait juste le moment idéal pour l'utiliser. Livia respirait difficilement. « Et ça signifie quoi ?» L'assistante hésita, puis répondit « Cela signifie que, légalement, il peut demander la garde de l'enfant. Et le pire, c'est qu'il pourrait l'obtenir.
S'il prouve un minimum de stabilité et allègue un lien biologique, il peut repartir avec l'enfant. Henrik frappa la table du poing. Il n'a la jamais même touchée. Il n'a jamais changé une couche. Il n'a jamais apporté un biberon. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le papier. Livia se leva. Alors, on va montrer ce qui compte le plus, la vérité. La vérité ne suffit pas, murmura Henrik. Il nous faut des preuves, et vite. C'est alors que l'assistante sociale les regarda tous deux avec une expression préoccupée. Vous voulez savoir le plus grave? Henrik et Livia acquiescèrent. S'il présente demain la demande de garde et que vous n'avez rien d'officiel qui invalide le document, le juge peut ordonner une mesure provisoire immédiate. Livia s'effondra sur sa chaise. Il peut me prendre Samuel, comme ça, d'un coup? En 72 heures. Le silence qui suivit était un gouffre. Henrik faisait les 100 pas. Il réfléchissait, grinçait des dents. Il faut prouver qu'il a falsifié ce document ou qu'il a un casier judiciaire. Je suis sûr qu'il était impliqué dans les adoptions illégales. Il était à la clinique, dit Livia, les yeux pleins de larmes. Mais as-tu des preuves? Demanda l'assistante, peinée. Silence. Alors, Henrik, comme s'il sortait d'un cauchemar, leva les yeux. Célia. Quoi? Célia peut tout faire tomber. Elle était au cœur du réseau. Si elle dit qu'il participait, l'acte perd sa valeur. La justice annulera tout. Livia hésita. Mais elle est faible. Elle vient à peine de se réveiller. Elle respire à peine. Henrik s'approcha d'elle, ferme. Mais elle est vivante. Et c'est la seule qui puisse empêcher cette tragédie. C'est alors que le téléphone de l'assistante sociale sonna. Elle répondit. Son visage se tendit. « C'est les urgences. »« Attendez. » Silence. Puis elle les regarda et dit « Célia a fait un arrêt cardiaque. » L'âme de Livia s'effondra. Henrik sentit ses jambes fléchir. « Si elle meurt, elle emportera avec elle le seul témoignage qui pouvait sauver votre petit-fils. » Mais le destin n'avait pas encore joué sa dernière carte, car dans le couloir de l'hôpital, Lucia était debout, en chemise d'hôpital, une perfusion au bras, mais droite. « J'ai tout entendu, » dit-elle, la voix rauque. « Et si vous avez besoin que quelqu'un dise la vérité, alors laissez-moi raconter ce que Célia m'a dit avant de sombrer. » Lucia avançait lentement dans le couloir. Son corps encore faible, chaque pas semblait une victoire sur la douleur. Mais ses yeux brûlaient de détermination. Henrik fut le premier à l'approcher. « Tu devrais être allongé. »« Non, je dois parler, maintenant. » Livia, en larmes, la prit par la main. « Tu es sûr? Tu viens à peine de te réveiller. »« Je suis sûr. Ce n'est pas une force physique, c'est une force de vie. » Ils les amenèrent dans une salle annexe, calme, à l'écart. L'assistante sociale alluma l'enregistreur et un juriste avait été appelé. Le témoignage allait compter. Lucia s'assit. Elle inspira et parla. Célia n'était pas seulement une infirmière, c'était une voleuse d'identité. Elle falsifiait les documents, enregistrait des enfants à son nom et les revendait à des familles spéciales. Henrik serra les poings. Elle m'a élevé en me disant que ma mère m'avait abandonné, mais j'ai toujours senti que quelque chose ne collait pas. Elle n'aimait pas que je pose des questions. Elle détestait que je demande pourquoi je n'avais pas de père. Un jour, j'ai trouvé une boîte cachée, avec des photos, des papiers, et un certificat de naissance déchiré. Ce n'était pas le mien. Il y avait un autre nom, écrit « Fils de Livia Suarez ». Et au dos, écrit au crayon, le mot « échange ». Henrik se leva brusquement. Elle gardait la preuve tout ce temps? Oui, comme une assurance, pour se protéger, pour faire chanter. Je n'ai rien compris à l'époque, mais je savais que je devais partir. Et Reginaldo, quel était son rôle? Elle le fixa. Il venait parfois chez nous. Elle disait que c'était d'un vieil ami. Je l'ai surpris un jour avec des enveloppes d'argent. J'ai compris que c'était lui qui finançait les documents falsifiés. Il cherchait toujours des bébés propres, comme il disait. Henrik sentit la bile monter à la gorge. Et quand tu es tombée enceinte,
Il a paniqué. Il m'a proposé de faire disparaître l'enfant, comme il disait autrefois. Célia était furieuse. Elle m'a enfermé. Mais j'ai réussi à me fuir. Et j'ai accouché seul, dans une maternité publique. Ils m'ont laissé repartir. J'ai tenté de trouver un foyer pour mon enfant, mais tout était contre moi. Alors je l'ai laissé devant une église, avec une lettre. Et mon cœur. Silence. Puis elle conclut. Ce bébé, c'est Samuel, mon fils. Et je suis prêt à affronter quiconque pour le garder près de moi. Livia l'a pris dans les bras. Tu n'es plus seul. Henri regarda l'assistante. Ce témoignage suffit-il? Elle hocha la tête. Plus que suffisant. On va annuler l'acte de naissance falsifié et on va ouvrir une enquête criminelle contre Reginaldo. Mais vous devez vous préparer. À quoi? Demanda Livia. À la vengeance d'un homme qui vient de perdre son dernier pouvoir. Certains monstres ne vivent pas sous le lit. Ils vivent dans les bureaux, en costume, avec un sourire prêt à convaincre un juge. Mais le jour vient toujours où le masque tombe. Le lendemain du témoignage de Lucia, Enrique arriva tout au tribunal. Il avait entre les mains une copie certifiée du dossier, les preuves de fraude, les enregistrements et la rage. Livia et Lucia l'accompagnaient. Mère, fille, enfin réunies. Et unies par la seule force capable d'affronter tout, la vérité. Reginaldo, lui, arriva plus tard. Costume mal ajusté, lunettes de soleil pour simuler l'arrogance. Il marchait comme un pan, comme s'il avait déjà gagné. « Quelle belle réunion de famille !» dit-il sarcastique. Enrique le fixa. « Tu profites de ta dernière sortie sans menottes. » Dans la salle d'audience, le juge observa tous les documents. Il écouta les témoignages, visionna les vidéos. Le regard sévère, il posait une question directe. « Monsieur Reginaldo, avez-vous signé cet acte de naissance en ayant la garde effective de l'enfant ?»« J'ai agi selon ma conscience, » répondit-il, esquivant. « Ce n'est pas une réponse. » Silence. Puis le juge reprit. « Je vous informe qu'une enquête est ouverte à votre encontre pour falsification de documents publics, trafic d'enfants et tentative de rapt. Vous êtes suspendu de toute prétention de garde. » Reginaldo bondit. « C'est une conspiration. Ce sont elles les menteuses. C'est moi le père. » Enrique se leva, tendant une feuille. « Voici les résultats du test ADN. Il n'a aucun lien biologique. Tu n'es rien. Tu n'as jamais été rien. Tu es juste un parasite qui pensait pouvoir tout acheter. » Le juge fit signe aux agents de sécurité. « Menez-le en garde à vue. » Reginaldo tenta de se débattre, hurla, jeta des insultes à tout le monde. Mais menotté, il fut emmené comme un voleur minable, car c'était ce qu'il était. À la sortie du tribunal, le soleil brillait, et sur les marches, Livia prit la main de Lucia, puis celle d'Enrique. On a gagné, on a commencé à guérir. Mais avant de descendre les marches, Lucia s'arrêta. Elle posa la main sur son ventre. « J'ai quelque chose à dire. » Ils la regardèrent inquiets. Elle sourit, les yeux mouillés. « Samuel va avoir un petit frère. » Livia porta ses mains à la bouche. Enrique recula surpris. « Mais tu es sûr ?»« Je l'ai appris ce matin. C'est encore tôt, mais c'est vrai. » Et là, au sommet de cette escale de justice, une histoire d'horreur se transforma en promesse. La promesse qu'aucune plume, aucun mensonge, aucune injustice ne peut vaincre ce que l'amour reconstruit. 3 mois s'étaient écoulés. Le soleil se levait doucement sur la ville, caressant les vitres de la maternité d'un éclat doré et silencieux. Enrique regardait par la fenêtre, une tasse de café à la main. Mais ce matin, le café n'était qu'un détail, car ce matin-là, une nouvelle vie allait naître. Livia entrait et sortait de la chambre, agitant les infirmières comme une chef d'orchestre affolée. Tout est prêt, les langes, les berceaux chauffants, la chambre privée. « Calmez-vous, madame, » disait une infirmière en souriant. « La future maman est elle, et calme, elle. » Et en effet, Lucia, le langer sur le lit, respirait doucement, la main sur le ventre. Elle se riait. Enrique rentra. « T'es prête ?»« Je suis née prête, » répondit-elle, espiègre. « Et le prénom, tu ne veux toujours pas dire ?»
Lucia sourit mystérieusement. « Vous le saurez quand il sera écrit. » Les contractions commencèrent peu après. Le travail fut court, intense, mais cette fois différent. Il n'y avait plus de douleur volée, de chambre obscure, de solitude. Il y avait des mains, des regards, des gens. Quand le cri du bébé résonna, le monde sembla s'arrêter une seconde. C'était une fille, petite, forte et bruyante. Elle la prit dans les bras, les yeux pleins de larmes, le cœur plein de réparation. Livia entra en tremblant. Quand elle vit la petite, elle mit une main sur sa bouche comme pour contenir un ouragan d'émotions. Enrique ne parla pas. Il posa simplement la main sur l'épaule de sa belle-fille et comprit que parfois, la rédemption arrive en silence. Plus tard, à la nurserie, une infirmière s'approcha du berceau. « Quel prénom dois-je inscrire » Lucia répondit avec certitude « Esperanza ». C'est joli. C'est tout ce qu'elle est, car elle est née de tout ce qu'on a cru perdre. Et sur le berceau transparent, on écrivit « Esperanza Soares Ramos ». Soares, comme Livia. Ramos, comme le nom velé et maintenant restauré. Enrique regarda de scène et pensait que peut-être enfin la paix n'était pas un rêve. Samuel entra, petit, maladroit, courant vers le berceau. Il regarda la petite sœur et dit un mot que personne ne lui avait appris. « Bébé !» Tout le monde rit. Et dans ce rire, il n'y avait plus de douleur. Il n'y avait plus de passé. Seulement un avenir. Une semaine après la naissance d'Esperanza, la maison était pleine. Pleine de couches, de peluches, de rires d'enfants, de tasses de café oubliées à moitié bues. Mais surtout, pleine d'un silence nouveau. Un silence doux. Celui de ceux qui n'ont plus besoin de se cacher. Enrique installait une étagère dans la chambre. Lucia berçait Esperanza en fredonnant une vieille chanson que Célia chantait autrefois, mais qui maintenant avait changé de sens. Et Livia, elle, faisait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle ouvrait des cartons anciens, des cartons de papier, de journaux, de documents, de photos jaunies par le temps, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Une enveloppe, scellée, froissée sur les bords, mais intacte. Sur le devant, écrit à la main. Pour elle, quand elle saura. Le cœur de Livia s'arrêta une seconde. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre, l'écriture tremblante, de Célia. Si un jour tu lis ceci, c'est que la vérité t'a atteinte. Je ne demande pas pardon. Il n'y en a pas. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je croyais que le monde me devait quelque chose. Parce que j'avais mal, et j'ai fait mal. Mais je t'ai aimé, à ma manière tordue, froide, dure. Je t'ai aimé. J'ai cru que t'enlever à ta mère, c'était te sauver d'une vie de misère. Mais j'ai été l'ombre, pas la lumière. Je sais que je mourrai seul. Mais je veux que tu saches, tu étais le seul bon choix que j'ai fait dans ma vie. Et si un jour tu trouves ta mère, serre-la. Ne la lâche pas, parce que moi je l'ai fait. Et c'est ce que je regrette le plus. Livia ne put retenir ses larmes. Elle alla vers Lucia et lui tendit la lettre, silencieuse. Lucia la lut, debout, un pied nu sur le tapis. Quand elle termina, elle dit « Elle m'a fait du mal. Mais elle m'a aussi appris ce qu'est ne pas vouloir ressembler à quelqu'un. » Livia la prit dans ses bras. Enrique entra les mains sales de peinture et sourit. « Et maintenant, on fait quoi ?» Lucia le regarda, puis regarda les enfants. Puis la lettre, et répondit « On vit. Mais cette fois, pour de vrai. » Et dans cette maison simple, au bout d'une rue sans prétention, une histoire qui avait commencé par une disparition se termina par une renaissance. Car parfois, les familles ne se forment pas par le sang, mais par les cicatrices qu'elles choisissent de guérir ensemble. Fin.